Bonjour à tous et bienvenue sur Ala Madrid Actu. Alors nous avons les actualités pour aujourd'hui. Nous commençons avec les informations sur le coût des transferts de Yann Diomandé et de Rodri. L'évaluation des coûts total des deux transferts est évaluée autour de 180 millions d'euros. À mon avis, il faudra compter certainement aller jusqu'à au moins 200 millions d'euros pour recruter les deux joueurs pour la saison à venir. Le transfert de Rodri est estimé entre 50 et 60 millions d'euros, tandis que celui de Diomandé est compris un peu plus et dépasse un peu plus les 120 millions d'euros d'après le journal Marca. D'ailleurs, les deux hommes, comme on le sait depuis les dernières informations de ces dernières heures, sont annoncés avec beaucoup de certitude du côté du Real Madrid pour cette saison 2026-2027. Concernant Rodri, elle débattait, nous dit que le joueur espagnol il devrait signer un contrat de 4 ans avec le Real Madrid. À mon avis, ce serait 3 ans plus une année en option et son salaire sera parmi les plus élevés de l'équipe. Rodri est très impatient de commencer à jouer avec le Real Madrid. Donc, malgré toutes ces informations qui sortent à gauche, à droite, qui certifient l'arrivée du milieu de terrain espagnol, tout reste quand même à finaliser. Donc, tant que le transfert n'est pas finalisé, pour l'instant, le joueur n'est pas encore un joueur du Real Madrid. Mais en tout cas, les différentes informations qui circulent ces dernières heures laissent à présager que le milieu de terrain espagnol va rejoindre la Casablanca pour la saison prochaine. Alors, Fabrizio Romano sur le transfert de Yann Diomandé du côté du Real Madrid nous dit que en coulisses, avant que le Real n'entre dans les discussions avec Leipzig ou encore avec Yann Diomandé, le PSG était donc en négociation avec le RB Leipzig et avec Yann Diomandé, et pendant ces discussions il y avait une possibilité de voir un échange entre Yann Diomandé et Ibrahim Mbaye. Cependant, l'accord avait capoté puisque le joueur Yann Diomandé voulait ou était plutôt déterminé à rejoindre le Real Madrid. Ibrahim Mbaye qui devrait aller du côté de Liverpool. En tout cas, Liverpool manifeste un intérêt pour l'ailier sénégalais qui joue du côté du PSG, vu que le PSG ne veut pas vendre Barcola à un prix abordable pour Liverpool. Liverpool se lance également sur le jeune Ibrahim Mbaye. Donc ça, c'était quelques informations pour du côté du PSG. Alors, Eduardo Camavinga, pourquoi Eduardo Camavinga au Real, c'est terminé? Alors, nous savons quelle est la saison qu'a traversé Eduardo Camavinga avec le Real Madrid. C'est une saison compliquée. Il s'est fait beaucoup critiquer et en effet, il est dans une position où aujourd'hui, la saison dernière d'ailleurs, le jeune Thiago Pitarch, qui est âgé de 18 ans, là, est quand même passé devant lui et a même joué certains matchs importants en Ligue des Champions à la place d'un joueur expérimenté, bien qu'il soit encore très jeune, Camavinga, à la place de Eduardo Camavinga. Donc, déjà dans la hiérarchie, c'est un mauvais signe envoyé, et par rapport à cette mauvaise prestation la saison dernière, le joueur français s'est vu ne pas être convoqué pour la Coupe du Monde cet été du côté des États-Unis et du Mexique et du Canada. Donc, la reprise, on a vu quelques matchs de Eduardo Camavinga depuis la reprise avec le Real Madrid, les matchs d'entraînement et notamment ce match amical contre la Fiorentina. Et au cours de ce match amical, il y a eu des bonnes choses, mais vous savez, quand on est dans une certaine spirale négative, tout le monde ne retendra que les choses négatives. Et c'est ce qui n'a pas manqué dans le jeu de Eduardo Camavinga. D'ailleurs, ça a toujours été quand même quelque chose en ligne, un fil conducteur un peu de son passage au Real Madrid. Des bonnes prestations, mais parfois on a l'impression qu'il a des errements, des absences pendant qu'il joue, et ces absences laissent parfois à entrevoir une certaine insécurité pour les autres autour de lui, pour l'équipe, parce qu'on a l'impression qu'il ne maîtrise pas totalement son sujet. Donc, vu l'état des choses, vu peut-être l'arrivée potentielle de Rodri, et même sans l'arrivée de Rodri, le cas Eduardo Camavinga au Real Madrid demeure très 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 incertain. Et à mon avis, s'il s'entête à rester au Real Madrid, il ne va pas jouer pratiquement pas du tout la saison, peut-être dans les matchs de véritable rotation, il faut faire tourner l'effectif, mais ce sera très peu de temps de jeu qu'il aura avec le Real Madrid cet été.
Et non seulement il n'aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu, mais pour lui-même, mentalement et psychologiquement, est-il prêt à passer une saison dans un tel cadre, ou peut-être qu'il est mieux pour lui d'aller tenter sa chance ailleurs pour se relancer, peut-être dans un club qui va le désirer, puisque si un club veut l'acheter, c'est qu'il y a un désir de l'avoir et que le coach qui voudra le recruter aura un projet pour lui, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du côté du Real Madrid en ce moment. Donc Eduardo Camavinga du côté du Real Madrid, pour moi, les perspectives sont plutôt fermées pour lui, et le meilleur choix pour lui à ce moment de sa carrière, c'est de plutôt de quitter le Real. Il est encore très jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver, et on a aussi l'impression que malgré les reproches, malgré les signaux d'alarme lancés par Eduardo Camavinga, il n'y a pas de réaction. On a toujours l'impression qu'il a cette nonchalance sur le terrain et sur sa façon de faire les choses. On ne voit pas une révolte, on ne voit pas un désir d'aller de l'avant et de gravir les échelons qu'il devrait gravir avec le potentiel qu'il a. On a l'impression qu'il stagne, qu'il plutôt même presque qu'il régresse. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un joueur talentueux, un joueur qui a beaucoup de potentiel, et il gagnerait tout à faire le nécessaire pour l'exprimer au plus haut niveau. Et s'il arrivait à capitaliser sur le potentiel qu'il a, je pense qu'il pourrait être un milieu de terrain très 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 redoutable, parce qu'il est bon physiquement, techniquement, et il s'est cassé des lignes, il s'est porté la balle aussi. Franchement, c'était un joueur impressionnant. Peut-être pourquoi pas qu'il se reconvertisse plutôt même en latéral gauche, puisque c'est l'une des positions où il a brillé ces dernières années au Real Madrid, notamment ses meilleures prestations, même presque au Real Madrid, c'est lorsqu'il est latéral gauche. Alors, mais au Real, il ne pourra pas le faire, puisqu'on s'est déjà bouché. On a Ferland Mendy, on a Carreras, et on a Marco Correa qui arrive dans quelques jours pour rejoindre le groupe. Donc voilà un peu pour la situation de Camavinga du côté du Real Madrid. Pour moi, son avenir n'est plus du côté du Real Madrid, en tout cas pas pour cette saison. Moi, je conseillerais à Eduardo Camavinga de quitter le club et de tenter sa chance ailleurs, si et seulement si il y a des offres, puisque le club aussi est disposé à le vendre, et que l'entraîneur n'a pas de place, ou n'a pas de place pour lui en fait. Il n'est pas dans les plans de José Mourinho pour la saison prochaine. Alors, Florentino Pérez nous fait un mercato de rêve, non seulement dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs. Oui, ça passe presque inaperçu, parce qu'il n'y a pas un Kylian Mbappé qui est vendu, un Vinicius Junior qui est vendu, bien que cela est en train de circuler dans les médias, que cela pourrait se faire avec le club d'Arsenal, parce qu'un Bellingham n'est pas vendu, parce qu'il n'y a pas de grosse vente. Mais si le Real a très bien, ou est en train de très bien vendre cet été, c'est même sa meilleure vente depuis ces dernières années. Près de 200 millions d'euros va être encaissé, ou a été encaissé plutôt, par le Real Madrid lors de ce mercato. Donc on nous dit, d'après le journal AS, le Real devrait engranger plus de 200 millions même d'euros d'ailleurs, grâce aux ventes de joueurs cet été. D'ailleurs, les joueurs vendus ne sont pas seulement des joueurs qui sont en équipe première en ce moment sous la tunique du Real Madrid, mais ce sont plutôt soit des joueurs qui ont été prêtés, soit sont des joueurs qui ont été vendus avec des droits gardés sur le joueur, et ainsi de suite. Ce sont les joueurs simplement de la réserve de la Castilla qui ont été vendus à des clubs cet été. Donc on nous dit que Strasbourg prévoit également de débourser 8 millions d'euros pour Jacobo Ortega, et que Benfica et le Sporting Lisbonne s'intéressent à Sergio Arribas, dont le transfert coûterait 20 millions d'euros, dont 50% reviendrait au Real Madrid, donc c'est-à-dire 10 millions. Donc le Real qui a très bien vendu cet été, Nico Paz a été vendu, Gonzalo Garcia a été vendu, César Palacios a été vendu, Victor Munoz a été vendu, donc beaucoup de joueurs ont été vendus, et on engage plus de 200 millions d'euros, ce qui pourrait couvrir largement le transfert de Yann Diomandé, et également le transfert de Rodri, puisque comme on l'a vu avant, ces deux transferts sont estimés autour de 200 millions d'euros, et sachant qu'avec les autres recrues que nous avons fait, on a dépensé à peu près autour de 70 millions, voire 80, je crois, parce que 50 millions c'était pour Correa, et 20 millions c'était pour Dumfries, sachant que Konaté et Bernardo Silva arrivent gratuitement cet été. Bon, bien sûr qu'il y a des primes à la signature pour ces deux joueurs, mais les montants n'ont pas filtré, et donc ce qui ne permet pas de faire des estimations. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce mercato? C'est une masterclass. Si on boucle Rodri, franchement,
chercher un autre défenseur. Le mercato aura été une masterclass du côté du Real Madrid et donc du côté de Florentino Pérez, lui qui était fortement critiqué ces derniers mois et même encore, on se souvient, lors des élections du Real Madrid, beaucoup étaient prêts à dire il faut laisser Florentino doit laisser sa place. Voilà, il n'est plus comment dire ça, il n'est plus affûté, il vieillit, à mon avis il faudrait qu'il laisse la place et laisser le jeune Riquelme prendre le relais. Est-ce que Riquelme nous aurait fait ce mercato? Alors je sais pas, mais en tout cas Florentino Pérez montre pendant cet été, pendant ce mercato, qu'il est encore le président qu'il pense être, c'est-à-dire le boss des clubs de football européens et notamment de la Ligue des Champions. Peut-être que nous bâtit une équipe qui va aller la remporter, peut-être cette saison ou la saison prochaine. Tout le monde a les yeux désormais rivés vers l'arrivée du milieu de terrain espagnol Rodri, ce qui serait plutôt la cerise sur le gâteau pour consolider et faire un 10 sur 10 sur ce mercato, même s'il nous manquerait peut-être un défenseur central pour que ce soit parfait, mais en tout cas, si Rodri arrive, ce sera déjà un très bon mercato pour le Real Madrid cet été 2026. Alors parlons justement des joueurs qui sont vendus par le club cet été. Bien sûr, comme nous avons dit dans les vidéos précédentes que le club ne serait pas contre le fait de garder Thiago Pitach, mais on nous dit aujourd'hui qu'il y a intérêt de Fulham pour Thiago Pitach, un intérêt qui avait déjà été évoqué récemment dans la foulée que l'intérêt qui avait été de Fulham vis-à-vis de Gonzalo Garcia et de César Palacios. Cette fois-ci, c'est le jeune Thiago Pitach. On sait tous pourquoi ces joueurs sont en train d'aller à Fulham, parce qu'à Fulham se trouve Alvaro Arbeloa, qui a été leur coach à la Castilla pendant quelques saisons et en même temps qui les a fait monter en équipe première pour quelques matchs la saison dernière. Donc peut-être que le Real devra encore récupérer quelques billets sur le transfert de Thiago Pitach du côté de Fulham. El Arguero nous dit d'ailleurs que cet intérêt est quand même assez réel et qu'il y a une réelle possibilité de voir le joueur quitter le Real Madrid pour rejoindre le coach espagnol du côté de la banlieue londonienne, c'est-à-dire Alvaro Arbeloa. Alors, rien ne va plus entre la FIFA et l'UEFA. D'ailleurs, on nous dit que en l'état actuel des choses, puisqu'il y a ce mécontentement de la part de plusieurs confédérations de football et notamment de l'UEFA qui s'oppose plutôt à ce projet de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui veut ouvrir à des capitaux, ouvrir à des investisseurs privés les droits de la Coupe du Monde, ce qui est fortement contesté par le monde du football et ce qui fragilise aujourd'hui la position de Gianni Infantino. Et donc on nous dit à l'état actuel des choses, la Coupe du Monde des clubs 2029, puisque la première édition s'était déroulée en 2025, pourrait être annulée. Donc pour l'instant, à l'état des choses, peut-être qu'on n'aura pas une deuxième Coupe du Monde 2029 et peut-être que pour cette version de la Coupe du Monde des clubs, le seul vainqueur sera finalement que Chelsea. Mais on dit que l'édition 2025 n'a été sauvée que grâce au rachat des droits de diffusion par DAZN pour la somme colossale de 1 milliard de dollars, un investissement saoudien. Oui, l'Arabie Saoudite, d'après The Athletic, qui est très bien informé. Donc ils ont mis de l'argent dans ce projet pour permettre à cette Coupe du Monde de se réaliser, puisque personne ne voulait acheter les droits de cette Coupe du Monde. Qu'en est-il pour 2029? Ça va être sûrement pas facile à faire si la compétition venait à se jouer. On nous dit selon des sources proches des discussions sur la Coupe du Monde des clubs, donc rien n'a été convenu entre la FIFA et les grands clubs européens pour l'édition 2029 d'après The Athletic. Bon, nous sommes en 2026. Il y a encore du temps pour discuter. Peut-être que les deux parties trouveront un consensus pour pouvoir mettre sur pied la prochaine édition de cette Coupe du Monde. C'était plutôt quelque chose d'assez sympathique, franchement. Bon, beaucoup n'ont pas... Il y a eu beaucoup de critiques quand même sur cette Coupe du Monde, mais au final, c'était plutôt sympa. Mais après, ça fait beaucoup de matchs pour les joueurs. Est-ce que c'est nécessaire? C'est une question à se poser. C'est vrai, mais bon, une fois que c'est lancé, quand on est devant la télé, je vous avoue que voilà, ça nous fait plaisir de voir du football à la télé. Donc voilà. Donc personnellement, j'espère qu'il y aura que cette Coupe du Monde là sera encore
reconduite pour l'année 2029. Vinicius et Mourinho se sont rencontrés, bien sûr, puisque Vinicius a fait son retour à l'entraînement ce lundi 4 août 2026. Alors que Vinicius nous dit ceci, tout se passe très bien. J'ai fait la connaissance du nouvel entraîneur, donc José Mourinho, et de nouveaux joueurs, et je m'entraîne très dur. Mourinho veut que je reste comme avant, heureux, de bonne humeur et que je continue à jouer mon football. Oui, Vini, c'est ce qu'on veut. On veut que tu restes déjà. Ça, c'est la première chose. Que tu ne bouges pas, que tu restes au club parce que on a besoin de toi, Vinicius. Même s'il y a des moments difficiles, c'est comme dans une vie de famille, mais il faut, à un moment donné, trouver une solution pour continuer à aller de l'avant. On a besoin de toi, Vinicius. Avec toi, on fera toujours mieux, c'est sûr. Ce sera toujours meilleur avec un joueur de ton calibre. Donc, oui, reste sur le terrain, reste heureux, reste de bonne humeur, écoute les consignes du coach, travaille pour que l'équipe aille de l'avant, Vinicius. Et puis, par rapport à la proposition de contrat qui t'est faite, les 22 millions d'euros, accepte ces 22 millions d'euros. Vinicius, reste au Real. Où veux-tu aller? C'est quand même un club qui t'offrira beaucoup d'opportunités. Regarde l'équipe qu'on est en train de bâtir. Peut-être qu'avec cette équipe-là, on pourra faire des grandes choses la saison prochaine. Donc, Vinicius, réfléchis bien. Bien que Rodra nous a annoncé hier qu'il y a une réunion aujourd'hui avec la direction du Real Madrid et Vinicius, et ensuite aussi également les agents ou représentants de Vinicius. On verra bien ce que cela va produire à la fin de cette réunion. Mais en tout cas, je crois que tout Madridista qui se veut Madridista veut que Vinicius puisse rester cette saison et qu'il ne puisse pas partir, et même qu'il puisse renouveler son contrat. C'est au coach de trouver comment les faire jouer, bien qu'on dit qu'il y a une incompatibilité entre Vinicius et Mbappé. Alors Mourinho doit trouver des solutions. Peut-être que la venue de Yann Diomandé sur le côté droit, ça permettra d'ouvrir un peu plus le jeu et peut-être de moins créer l'embouteillage du côté gauche, parce que en effet le jeu penchait plus à gauche, parce que dès qu'on a le ballon et qu'on est bloqué, on donne à qui? À Vinicius, parce que c'est ce qui décante les situations. Et Mbappé aussi, de quel côté se sent plus à l'aise? C'est à gauche. Or là, avec un demandé à droite, du coup, quand c'est fermé à gauche, on va pouvoir renverser à droite. Et donc, les équipes aussi devraient être peut-être dans une hésitation de savoir est-ce qu'on met tout le monde à gauche pour fermer Vinicius? Si on fait ça, on va ouvrir le côté de Diomandé. Et peut-être que Mbappé aussi va se dire, il y a un joueur à droite qui est capable de faire les différences. Donc, plutôt que j'aille m'enfermer à gauche, je peux peut-être aussi aller à droite pour pouvoir combiner avec le joueur de droite. Donc, ce qui va créer aussi plusieurs ouvertures. Tout ceci doit être bien coordonné, et dans ces mouvements, ces déplacements, pendant que les défenseurs essaient de suivre Mbappé, etc., on a un Jude Bellingham qui peut, comme il sait le faire, prendre l'espace libéré par Kylian Mbappé. Bon, vous savez que tout ça c'est de la théorie. Après, reste à voir sur le terrain comment les différents joueurs arrivent à jouer ensemble. Alors, je continue avec Vinicius Junior et sa relation avec Mourinho, sa relation naissante. On dit que José Mourinho a personnellement appelé Vinicius après la Coupe du Monde. Il lui a dit qu'il serait un joueur clé. Leur relation est excellente. Oui, on voit ici une certaine considération que José Mourinho donne à Vinicius Junior. Peut-être que il a appris du passage de Xabi Alonso et qu'il veut se mettre Vinicius dans la poche très tôt pour ne pas avoir à gérer des situations compliquées au cours de la saison. Peut-être que c'est ça la tactique. Si c'est ça la tactique, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Il faut pas se mettre de joueurs à dos. Il faut mettre les joueurs de leur côté. De toute façon, ce sont eux qui font. Ce sont eux qui vont faire les résultats. Ce sont eux qui vont faire l'équipe. Et ce sont eux qui exécutent ce que tu leur demandes. Si tu les as pas avec toi, tu peux tout de suite t'asseoir puisque rien ne se produira. Tu es totalement dépendant du joueur. Alors, quelques changements cette saison en Liga, notamment sur le plan arbitral. La Liga a fait une mise à jour et la Liga nous dit ceci. À partir de cette saison 2026-2027, plusieurs nouvelles règles d'arbitrage entrent en vigueur afin de réduire les pertes de temps et d'améliorer la fluidité des matchs. Elles sont basées sur les dernières modifications des lois du jeu de l'IFAB et sur des expérimentations approuvées par la Fédération espagnole. Voici les principales nouveautés qu'on va voir lors de cette nouvelle saison 2026-2027. Déjà, premièrement, les remplacements. 10 secondes pour quitter le terrain. Donc, les joueurs qui doivent quitter le terrain doivent le faire rapidement. Donc, les joueurs qui ont marché lentement, ils vont peut-être prendre des cartons. Donc, le joueur remplacé doit quitter le terrain dans les 10 secondes suivant le signal de l'arbitre. S'il dépasse ce délai sans raison valable, donc blessure, sauf s'il était blessé et que voilà, il y a une pénibilité ou de sortir, le remplaçant devra attendre le prochain arrêt de jeu après au moins 1 minute de jeu avant d'entrer. Donc voilà.
Ensuite, un carton jaune peut aussi être donné en cas de perte de temps manifeste. Donc, ça va pas blaguer. Déjà que nous, les joueurs de Real, on doit faire attention parce qu'en Espagne, on sait comment les arbitres sont avec nous. Donc, il faudra bien voir ces changements avec les joueurs pour qu'ils n'aillent pas faire l'excès des ailes et nous prendre des cartons jaunes là où il ne faut pas et nous mettre en difficulté. Alors, on parle des joueurs soignés. Donc, les joueurs qui sont soignés doivent rester 1 minute hors du terrain. Après, même s'ils ont fini d'être soignés, hein, mais ils doivent attendre encore une minute hors du terrain. On dit qu'un joueur qui reçoit des soins sur le terrain doit rester 1 minute à l'extérieur avant de pouvoir revenir. Exception, choc à la tête, ou encore si c'est le gardien du but qui a été touché parce qu'il ne peut pas rester 1 minute dehors, ou encore s'il y a eu des collisions entre les joueurs. Mais si c'est un tacle, à mon avis, je pense que l'arbitre va sûrement juger, peut-être que la vidéo va aider à voir si vraiment ce contact est un contact qui mérite d'aller se faire soigner à l'extérieur. Mais en tout cas, il devra rester quelques minutes dehors, même s'il a été touché par un tacle, il va rester 1 minute dehors. Donc ça fera réfléchir les joueurs. Est-ce que le choc qu'il a reçu nécessite vraiment qu'il aille dehors 1 minute parce qu'il va sortir, parce que pour certains ils perdent le temps, ils sortent, et puis dès qu'il sort, à peine il a traversé la ligne de touche, il se met debout et puis il lève les mains pour dire qu'il veut rentrer. Donc là désormais il va rester 1 minute dehors. 1 minute c'est beaucoup dans le football. Ce vide laissé peut permettre à l'équipe adverse de marquer les buts, donc ce qui va faire en sorte que certains joueurs vont réfléchir avant de se mettre dans cette situation. Alors les simulations de blessures du gardien, on dit que l'Espagne participe à un test. Si le gardien simule une blessure pour casser le rythme, un joueur de champ de son équipe devra également sortir 1 minute. Bon, du coup, comment on choisit ce joueur? C'est qui le désigne? C'est l'arbitre? C'est l'équipe? C'est le coach? Enfin, ça aussi c'est à éclaircir, je sais pas. On nous dit il faudra lancer rapidement les touches et les dégagements. Donc les dégagements doivent être faits rapidement, et les touches également. L'arbitre lance un compte à rebours visuel de 5 secondes. Si le délai est dépassé, la touche elle est donnée à l'équipe adverse. S'il s'agit d'une touche, ici il s'agit d'un 6 mètres, on aura un corner. Donc ça on le savait déjà dans certaines compétitions, c'était déjà appliqué. Et la VAR également est renforcée. La VAR peut désormais intervenir pour un deuxième carton jaune manifestement erroné, donc comme on l'a vu un peu en Coupe du Monde, je crois, une erreur d'identité, donc mauvais joueur sanctionné, bon ça c'est quand même assez logique, un corner accordé par erreur si la correction est immédiate. Bon là encore c'est quelque chose, on dit si la correction est immédiate, donc c'est qui va vérifier de faire cette correction immédiatement. Donc ça veut dire que si elle n'est pas immédiate, ça passe quand même. En théorie, on devrait pouvoir sur chaque action vérifier, surtout pour des choses comme des corners, si vraiment le corner est valable ou pas. C'est quand même une action de but, ça peut fausser quand même une compétition. Un corner qui n'est pas un corner et qui cause un but et voilà, qui élimine une équipe ou qui donne 3 points à une équipe. Certaines fautes commises juste avant un corner ou un coup franc offensif. Donc certaines fautes commises juste avant un corner ou un coup franc offensif. Bon, ça, j'ai pas trop compris. J'avoue que je comprends pas trop. Petit 6, on dit double contact involontaire sur penalty. Bon, oui, si on touche 2 fois le ballon quand on tire le penalty est à retirer. Alors, s'il ne marque pas, le penalty est considéré comme manqué et un coup franc indirect est accordé à l'équipe adverse. Ok. Alors, si le tireur touche involontairement le ballon 2 fois et marque, le penalty est à retirer. Ok. Maintenant, s'il ne marque pas, on donne un coup franc direct à l'équipe. Ok. Bon. Donc, s'il ne marque pas, c'est considéré comme une faute, mais s'il marque, il doit retirer. Ok. Ensuite, un autre point, c'est quoi? Se couvrir la bouche. Donc, se couvrir la bouche en parlant n'entraîne pas automatiquement un carton. En revanche, si cela est utilisé dans un comportement antisportif, ok, provocation, confrontation, l'arbitre peut donner un carton jaune. Ok, pas de carton jaune, mais plutôt un carton jaune. Bon, il y a quand même une sanction. Ok, les pauses fraîcheur, donc les pauses fraîcheur qui vont intervenir jusqu'à ce que l'hiver arrive. Donc, les pauses hydratation ne seront autorisées que lorsque les températures atteignent 32 degrés ou plus, avec une validation de l'arbitre. En résumé de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il faut retenir principalement? Il faut retenir que 10 secondes pour sortir d'un remplacement, 1 minute dehors après les soins,
pour un joueur, sauf si c'est le gardien. Sanction plus sévère contre les pertes de temps, donc les touches et les 6 mètres. La VAR élargit également son champ d'action pour vérifier les deuxièmes cartons jaunes, des erreurs d'identité ou encore des corners erronés. Et la nouvelle règle sur le double contact involontaire lors des penalty. Si on touche 2 fois le ballon quand on tire le penalty et qu'on le manque, ben, l'équipe adverse aura un coup franc indirect. Et si on touche 2 fois le ballon, on marque, ben, on retire le penalty. Et voilà donc les informations pour cette mi-journée pour ce mercredi 5 août 2026. Je vous donne peut-être rendez-vous soit en cette fin de journée ou en fin de soirée ou en début de soirée plutôt, ou sinon ce sera pour demain pour d'autres actualités autour du Real Madrid. Je vous dis passez une bonne journée. À la Madrid, Inadamas.